La suite dans les idées, Sylvain Bourmeau. Serions-nous tous, ou presque, en train de devenir nègres? C'est la question que je poserai aujourd'hui à mon invité, Achille Mbembe. Achille Mbembe, bonjour. Bonjour. Vous êtes historien camerounais, vous êtes enseignant, professeur d'histoire, de sciences politiques en Afrique du Sud à Johannesburg et aussi aux États-Unis à Duke University. On vous doit un grand nombre maintenant d'ouvrages consacrés à l'histoire, la politique, la philosophie. Et vous avez fait paraître aux éditions La Découverte un nouveau livre, Critique de la raison nègre, dans lequel vous posez cette question que j'ai volontairement caricaturée parce que elle ne nous concerne pas tous tout à fait au même chef, celle tout simplement, dites-vous, d'un devenir nègre du monde. Qu'entendez-vous par là, Achille Mbembe? J'entends par devenir nègre du monde un processus qui a commencé au XVe siècle avec la traite atlantique, à l'époque de ce que j'appelle le premier capitalisme, traite atlantique qui a été, disons, un des piliers de notre modernité. Un phénomène qui a donc commencé à cette époque et qui se poursuit aujourd'hui sous l'image de ce que l'on appelle néolibéralisme. Le néolibéralisme qui représente la manifestation, je dirais, la plus spectaculaire d'une pulsion inhérente au système capitaliste, pulsion qui consiste à transformer l'homme en objet et à assurer une maîtrise illimitée sur l'ensemble du vivant, les espèces humaines, les espèces animales, végétales, et ainsi de suite, dans une dynamique où le monde naturel et le monde humain, disons, deviennent tout à fait inséparables. Et ce processus produit, en conséquence, classe d'hommes non seulement subalternes, mais aussi superflus, qui, au regard de la logique économique dominante, ne sont pratiquement pas exploitables. Et donc, le sort qui était réservé aux esclaves noirs à l'époque de la traite atlantique, ce sort semble se généraliser et toucher des gens dont la première propriété n'est pas d'avoir une couleur noire. Et donc, c'est cette mutation du racisme et de la race que je m'efforce d'examiner dans le livre. Alors précisément, vous réfléchissez à partir de ce couple race et nègre, un couple qui est indissociable, dites-vous, du point de vue de l'avènement historique de ce lexique, concomitant et qui entretient des relations complexes, qui varient d'ailleurs au fil du temps. Et c'est en partie cette histoire que vous écrivez pour nous aider à penser les mutations les plus contemporaines de ce que vous appelez, que vous venez de qualifier, le néolibéralisme. Tout à fait. Je pense effectivement que la critique à la fois de la modernité et du capitalisme, cette critique n'a pas suffisamment mis en relief, disons, la force et l'impact que cet assemblage nègre-race, la force que cet assemblage a eu dans la constitution du monde contemporain. Et donc le livre s'efforce de mettre le doigt sur, disons, cet oubli. Alors, vous revenez sur des moments historiques. Vous en avez à l'instant distingué deux, ce que vous appelez
le premier capitalisme, avec ce moment de la traite en particulier, et puis le troisième moment, celui dans lequel nous sommes entrés depuis déjà un certain nombre d'années, voire de dizaines d'années, et qui a trait à une nouvelle mondialisation, un nouveau néolibéralisme. Entre les deux, il y a eu un autre moment qui probablement s'achève symboliquement, pourrait-on dire, avec la mort de Nelson Mandela, puisque c'est le moment de la façon dont les nègres se servent de pouvoir symbolique et de pouvoir politique pour contester le sort qu'il aurait fait. Et donc, c'est toute l'histoire longue des mouvements pour les droits civiques et de la victoire qui met fin à l'apartheid en Afrique du Sud, notamment. Ce sont ces trois moments que vous distinguez, Achille Mbembe, même si évidemment les choses se superposent au moment des articulations. Tout à fait, tout à fait. C'est cette longue période, justement, qui commence, au fond, simultanément avec la mise en place de ce système. Cette longue période, disons, s'achève symboliquement avec la défaite de l'apartheid en Afrique du Sud vers la fin du XXe siècle. Et donc, j'essaie de tracer de manière générale le cours de cette histoire et les significations qui lui ont été, disons, octroyées dans la pensée critique des gens d'origine africaine. Ici, j'ai en tête, par exemple, des figures telles que Blyden, Cramer, ou d'autres beaucoup plus récentes, Fanon, Césaire, Mandela lui-même. Alors, ce qui frappe, ce qui marque, au fond, cette troisième époque dans laquelle nous sommes entrés, et vous ouvrez votre livre par ce constat, c'est que désormais, l'Europe, et même le complexe formé par l'Europe et les États-Unis, n'est plus au centre du tout, que ce phénomène de mondialisation a rebattu les cartes et que le centre de gravité n'est plus là où il était, ce qui oblige l'Europe, en particulier, et plus encore probablement que les États-Unis, à se poser des questions inédites, et peut-être, d'où certaines crises intellectuelles, à réaliser à quel point son mode opératoire vis-à-vis de son identité ne fonctionne plus. Vous insistez beaucoup sur le fait que l'identité européenne est constituée face à un miroir perpétuellement, face au même, et que c'est ça qui la caractérise, et c'est ça qu'elle ne peut plus véritablement tenir aujourd'hui, Achille Mbembe. Oui, justement. Elle a beaucoup de peine à vivre dans ce miroir, parce que le miroir a été brisé. Il a été brisé. Il est difficile pour l'Europe de continuer à habiter, disons, cet espace imaginaire et symbolique. Ceci, bien sûr, en plus des transformations purement économiques, démographiques et stratégiques. Le centre du monde s'est déplacé. Il n'est plus ici. Il est ailleurs. Ce qui ne veut pas dire que l'Europe est devenue inutile. Mais cela pose des questions, disons, à la pensée critique. Ce moment est à la fois un moment d'opportunité, mais un moment de risque. Parce que l'Europe a beaucoup apporté au monde. Et que cet héritage, finalement, s'est, entre guillemets, universalisé, et qu'au fond, les non-européens ne peuvent plus faire sans l'Europe. Et la question de son déclassement, elle est aussi notre question à nous. Elle n'est pas qu'une question européenne. J'aimerais, Achille Mbembe, qu'on vienne un petit peu plus en détail sur ce moment que nous vivons, celui d'un néolibéralisme qui, par exemple, se rapproche, dites-vous, et ça peut paraître surprenant aux Européens que nous sommes, de l'animisme. Qu'est-ce qui vous a conduit à opérer ce rapprochement, et en quoi voyez-vous des similitudes entre les traits de ce néolibéralisme et l'animisme? Disons, pour faire court, l'animisme consiste à donner une âme à des objets.
à penser que des objets inertes auraient une vie tout à fait comparable ou identique à celle des humains. Les anthropologues du 19e siècle en particulier pensaient que la pratique animiste était typique des sociétés dites primitives, des sociétés qui confondaient, disons, l'objet et le non-objet. Il me semble que les transformations du capitalisme au cours du dernier quart du XXe siècle, au début de ce siècle, ont ouvert la voie effectivement à un processus d'animation généralisée à la fois des marchandises et des choses. Ces processus ont, à travers la domination de l'image, réétabli au cœur du présent la question si centrale de l'image. Je l'ai dit, de l'animation. Et qu'au fond, cette mise en image ici au sens psychanalytique, à la fois des processus de production et de consommation, cette transformation de presque tout en code numérique a créé des conditions d'une vie psychique qui est tout à fait différente de celle à laquelle on était habitué, disons, depuis le XVIIIe siècle. La notion du sujet elle-même, elle est transformée, et donc la convergence entre capitalisme et animisme, qui au fond a toujours été là, elle est aujourd'hui beaucoup plus manifeste qu'elle n'a jamais été. Voilà un des exemples, une des manières que vous avez de penser cette évolution du capitalisme. On n'entre pas dans les détails, vous montrez aussi comment, par des zonages particuliers, ces manières de se refermer sur soi, entre soi, toujours avec cette idée de l'identité du même européenne, les choses s'organisent sur la planète avec une importance accrue des frontières et une difficulté à les franchir de plus en plus grande. On l'a vu encore et on le voit régulièrement avec ce qui survient en Méditerranée en particulier. La Méditerranée est devenue, comme l'Atlantique, entre le 15e et le 19e siècle, l'Atlantique était le cimetière de beaucoup d'esclaves qui étaient transportés de l'Afrique vers les Amériques. On estime à des millions le nombre d'esclaves enterrés sous l'Atlantique. Un penseur comme Glissant, en fait, a articulé toute sa réflexion autour de cette idée de l'Atlantique comme... De l'Atlantique noir, comme dirait Paul Gilroy. Tout à fait, Gilroy et les autres. Et donc, aujourd'hui, c'est la Méditerranée. On peut parler d'une Méditerranée noire aujourd'hui ? Je crois effectivement on peut parler d'une Méditerranée noire comme ce lieu que les gens essaient de franchir, mais où ils meurent tout à fait d'une deuxième mort, après être morts déjà, avant de quitter les rivages de l'Afrique. La différence, c'est que ce sont eux qui cherchent à tout prix à s'embarquer. Cette fois, ce sont eux qui cherchent à embarquer, aidés en cela par toutes sortes de réseaux. Et donc, d'un point de vue philosophique, disons, ces phénomènes appellent à une réflexion, pas seulement sur la question de l'hospitalité, de l'exil, et ainsi de suite, mais à une réflexion de fond sur les formes de subsides dont a besoin le capitalisme pour fonctionner. C'est des morts utiles pour le système capitaliste. Ce sont des subsides ratios. Tout à fait. C'est le capitalisme, originairement, pour fonctionner, a besoin de subsides ratios qui, dans ce cas en particulier,
prennent la forme d'une nécropolitique, d'une nécroéconomie qui fonctionne, disons, de cette façon. Alors venons-en justement à ce mot de race qu'on ne peut plus utiliser de la même façon, parce que malgré tout, la critique du concept de race, la pensée antiraciste a marqué des points, a fait que on ne peut plus ouvertement dans un certain nombre d'espaces publics se présenter comme raciste. On sait par ailleurs que ce n'est pas un concept biologiquement fondé, ça s'apprend dans les écoles, même si ça s'oublie par la suite, hélas. Néanmoins, ce mot s'est déplacé, ce concept s'est déplacé, et le fait que l'on soit en mesure de critiquer ce concept de race n'empêche pas que le racisme perdure et se déplace. À quel type de racisme avons-nous affaire aujourd'hui, Achille Mbembe ? Disons, pour faire simple, on a affaire à une espèce de racisme à la fois frivole et culturel, en la mesure où, effectivement, il n'est certes plus question d'affirmer la suprématie d'une race sur les autres, encore que la croyance en l'infériorité de certaines races soit toujours là. Cette croyance, elle est vivante. Et certains n'hésitent pas à la proclamer lorsqu'il le faut. Donc, racisme culturel, racisme sans race, racisme aussi sous la forme en particulier de l'islamophobie, et donc racisme également dans la mesure où les progrès dans les sciences et les technologies font en sorte qu'au fond, le racisme a soudain un avenir et pas seulement un passé. On l'a vu récemment en France avec, non pas le surgissement, parce qu'elle est là depuis longtemps cette question, mais disons la mise au premier rang des priorités, entre guillemets, de l'espace public sur la question rome, qui incarne au fond une forme de racisme exemplaire de ce point de vue. Ah oui, c'est un débat pour nous autres qui suivons ce qui se déroule en France d'un peu loin. C'est un débat relativement étonnant. Je crois que un des drames de notre époque, c'est le rêve relativement funeste d'une communauté qui serait pure et qui n'aurait en sa citadelle aucun étranger. Ce désir d'apartheid, il n'est pas typiquement français. On le retrouve à peu près partout dans le monde de notre temps. Je crois que l'affaire des Roms participe un peu de cette espèce d'effoulement généralisé de passions que l'on croyait archaïques, mais qui sont au fond très très vivantes. Alors dans votre essai, Achille Mbembe, il n'y a pas qu'une tonalité pessimiste. Comme vous le disiez tout à l'heure, nous sommes dans un moment de changement rapide, et le fait même que l'Europe soit bousculée dans ses certitudes, le fait même qu'il y ait ce devenir nègre du monde, ouvre aussi des perspectives critiques et des perspectives de mobilisation politique forte, puisque, je le rappelle, ce deuxième moment dont vous parliez, celui des droits civiques, celui de la lutte contre l'apartheid, c'est aussi celui des grands intellectuels qui ont, vous les citiez tout à l'heure, de Frantz Fanon à Édouard Glissant par exemple, réfléchi et fourbi des armes théoriques qui reposent sur cette critique de la raison nègre que vous perpétuez, Achille Mbembe. Tout à fait. Je crois que ce moment ouvre d'énormes opportunités pour la pensée critique. 2 ou 3 questions de ce point de vue émergent. La première a trait à cette convergence entre le capitalisme et l'animisme
convergence à laquelle on vient de faire référence. La deuxième a trait à tout ce qui porte sur la crise entre la démocratie et la mémoire. Question qui inclut évidemment celle de la différence et de la similarité. Qu'est-ce qui nous rend différents les uns des autres? En quoi est-ce que le moment de la différence est au fond un moment dialectique dans un projet plus large de création de quelque chose qui soit commun, dans un monde qui nous est commun, qui est le seul que nous ayons. Que faire de tout ce qui a trait à ce que l'on pourrait appeler la justice universelle? En quoi est-ce qu'elle nous impose de repenser la question de la responsabilité, mais aussi les questions très concrètes de la réparation? Je crois qu'il y a là un ensemble de questions nouvelles qui exigent de nous des réponses nouvelles également. Vous terminez cet essai par une réflexion sur ce mot de réparation. J'aimerais qu'on s'y arrête un moment, parce qu'il est souvent mal compris ici en France, et ce débat est souvent, peut-être volontairement d'ailleurs, mal posé, posé avec des chiffres souvent, par exemple. Vous écrivez « Tant que persiste l'idée selon laquelle l'on ne doit justice qu'aux siens et qu'il existe des races et des peuples inégaux, et tant que l'on continue de faire croire que l'esclavage et le colonialisme furent de grands faits de civilisation, parenthèse, certains ont voulu l'inscrire dans la loi en France, alors la thématique de la réparation continuera d'être mobilisée par les victimes historiques de l'expansion et de la brutalité européenne dans le monde. Dans ce contexte, une double démarche est nécessaire. D'un côté, il faut sortir de tout statut victimaire. De l'autre, il faut rompre avec la bonne conscience, entre guillemets, et le déni de responsabilité. C'est à cette double condition que l'on pourra articuler une politique et une éthique nouvelles, fondées sur l'exigence de justice. Alors d'abord, statut victimaire, il y a là un vrai risque? Oh oui, il y a un énorme risque. Le gros risque de produire des sujets qui sont au fond animés par le ressentiment, par le désir de vengeance, et qui ne se pensent jamais qu'en opposition à quelqu'un d'autre. Les sujets animés par la pulsion d'inimitié. L'autre risque, c'est que, on l'a vu dans l'histoire, des victimes anciennes qui deviennent à leur tour des bourreaux. On l'a vu en Afrique du Sud, on le voit dans d'autres régions du monde, et ainsi de suite. Et donc, il faut sortir du statut victimaire. Ceci vaut en particulier, pour ce qui me concerne, pour les gens d'origine africaine, ici en France, en Afrique même, ou dans la diaspora. Et l'autre condition, c'est de rompre avec cette bonne conscience et ce déni de responsabilité qui existe tout autant. Je faisais référence à cette loi sur les bienfaits de la colonisation, mais c'est une manifestation caricaturale de la chose, mais elle prend des formes beaucoup plus subtiles. Oui, plus insidieuses et plus perverses encore, surtout dans des contextes où on a décolonisé sans s'auto-décoloniser. Je crois que Tocqueville le disait d'ailleurs, un des privilèges des puissants, c'est l'ignorance. La bonne conscience, pour fonctionner, a besoin d'un gros matelas, l'ignorance, qui elle-même aussi, évidemment, produit l'indifférence. Or, l'ignorance et l'indifférence sont hostiles à ce projet auquel on appelle projet de justice universelle. Je poursuis quelques lignes plus loin. Vous écrivez, Achille Mbembe, que la véritable politique de l'identité consiste à sans cesse nourrir, actualiser, réactualiser ses capacités d'auto-invention. Alors ça, c'est une conception
de l'identité qui va à contre-courant par rapport à ceux qui voudraient figer cette identité, qui sont à la recherche de l'identité nationale, qui se demandent si l'on peut encore être français aujourd'hui, par exemple? Alors, cette question, elle est partout. Elle n'est pas qu'évidente en France. On la retrouve ailleurs, en Afrique, sous la forme du nativisme, de l'indigénisme, aux États-Unis également. Et je pense pour ma part, et à la suite de plusieurs autres, que l'identité, effectivement, n'est pas figée. Il ne s'agit pas d'aller la retrouver quelque part dans le passé. Elle est une invention permanente et c'est une invention qui est le résultat de la sortie de soi-même. Les identités dynamiques sont des identités qui sont le produit d'une sortie de soi et qui entraîne à son tour la mise en relation avec d'autres. Et c'est dans cette mise en relation avec l'inattendu, celui celui dont on pense qu'il n'est pas notre parent, c'est dans ce désapparentement qu'on trouve, je crois à mon avis, les ressources créatives d'une identité propice qui nous permettent de faire face aux défis de notre temps. Alors vous dites, Achille Mbembe, que ce n'est pas propre à la France. Malgré tout, quand même, je voudrais vous demander comment vous percevez les choses en France, parce que on a le sentiment qu'avec le référent historico-philosophique lié à la République avec un grand R, on est particulièrement mal armé dans ce pays pour penser l'identité de cette façon dynamique que vous appelez de vos voeux, et l'on voit des mouvements de réticence par rapport à ça, peut-être plus grands qu'ailleurs dans d'autres pays. Mais tout cela est assez étonnant parce qu'il y a un fond philosophique français qui pourrait permettre de penser ces questions d'une manière absolument ouverte, dynamique et confiante. Ce fond, il existe, mais les forces de la clôture apparemment ont l'air d'avoir le dessus. Il faut continuer la lutte. Merci beaucoup, Achille Mbembe. Il faut continuer la lutte. Le titre de votre livre, Critique de la raison nègre, il paraît aux éditions La Découverte.